Hein, on ne prend pas la famille en otage. Parce que là, vous me parlez finalement comme d'une belle époque. C'était une belle époque, c'était une époque magnifique. On prenait tout à la rigolade, où l'argent était facile, où on s'amusait bien. Tout n'était pas si rose que ça quand même, je suppose. Fallait prendre ses responsabilités de temps en temps. Il y a toujours un connard qui venait manger dans votre gamelle. Bon, on réglait le problème et puis après on partait rigoler. Ça veut dire quoi régler le problème? Il fallait qu'il disparaisse. Parce que vous êtes un des rares qui avouait avoir tué. Je revendique que j'ai tué pas mal de gens qui étaient venus m'emmerder, c'est tout. Mais j'ai abîmé que des voyous. Hein. J'ai jamais tiré sur une caissière de banque, ni sur un flic, ni sur personne. J'ai réglé des comptes internes au milieu. Je peux pas faire une cellule dans ma cave et condamner un mec à 15 ans de prison. Hein, je peux pas le laisser dans mon dos vivant. Faut faire. Le tueur est fils de bonne famille. Élève d'un collège UP de Neuilly dans les années 50. Mais 20 ans plus tard, c'est la photo d'un ennemi public qui fait la une. Braqueur de banque avec Jacques Messrine, mais aussi trafiquant de drogue, proxénète. Michel Ardouin a fait carrière dans le crime, une vocation. Une prise unique qui est à droite là, j'ai commencé à aller voler des conneries, même une brosse à dents, je volais quand j'avais 8 ans. Est-ce que vous étiez un bourgeois à la base? Oui, mais j'étais voleur dans le sang, j'étais rebelle, j'étais voleur. J'ai fait le désespoir de mes parents. Hein. Ils n'ont jamais compris. Sa vie, il en parle comme d'un film, façon Gabin ou Ventura. Comme au cinéma, mais avec de vrais cadavres. Pour évoquer le passé, il se rend régulièrement dans ce grand hôtel parisien. Comment vas-tu? Lève-toi pour la photo. Hein? Tu vas bien? Ça va et toi? C'est ici que François Marcantoni tient ses audiences. Ce vieux monsieur de 86 ans est l'un des derniers survivants du milieu parisien de l'après-guerre. Ah, rien. Inscrit au fichier du grand banditisme dès les années 50. Corse, résistant torturé par la Gestapo, François Marcantoni n'a pas déposé les armes à la Libération. À cette époque-là, j'étais équipé. J'avais une équipe, je l'ai assez dit. Il y avait le fameux gang d'extraction avant, puisque j'ai fait des braquages. Bon, je le dis, il n'y avait pas que des Corses dans l'équipe. J'avais un Stéphanois, on appelait le Maréchal, on le connaît. 2 générations de bandits parisiens qui se respectent. En commun, les souvenirs et les codes du milieu. Et on est du même folklore, de la même civilisation, de la même mentalité. C'est quoi cette mentalité déjà? La mentalité, on ne l'a pas. La mentalité, d'abord, c'est de fermer sa gueule pour moi, la mentalité. Vous faites quelque chose, je suis au courant. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. Voilà ce que c'est la mentalité. Nous, c'était un milieu où si quelqu'un a fait une erreur à la Bastille, une heure après, il y avait un coup de téléphone, j'ai un tel, c'est pas bon. J'ai mal conduit. Voilà, le téléphone arabe. Et tout le monde connaissait tout le monde. Il y avait la rafle des flics, ça se téléphonait de bar en bar. Voilà, ils viennent d'arriver là, ils vont être chez vous dans tant de temps. Et hop, les calibres disparaissaient, les machins. Voilà. C'était une spontanéité dans le 17e, sur le bar de Léon Juif. Tu parles de Léon Juif dans ton livre. Mon vieil ami, de chez Tita Franceschi à Léon Juif, en passant par la Madrague, on savait la tournée du quart de police. Et il y avait un panier où on mettait les calibres et qui redescendait à la cave. Et quelquefois, tu avais mis un bon 43, tu retrouvais un 7,65, tu avais un mec qui t'avait griffé ton calibre. Mais c'était pas grave. Dans le langage policier, ces grands voyous sont parfois appelés les beaux mecs. Presque une marque de respect. Et bizarrement, quand un grand flic rencontre un grand voyou, il y a comme de l'émotion. Comment ça va? Ça va bien? Ouais, peut-être pas trop changé, hein? Non, ça va. Bah quand même, j'accuse, 46 ans avant-hier. Hervé Lafranc a dirigé l'Office central de répression du banditisme. Il était encore jeune inspecteur quand il a arrêté Franck Henry dans cette rue, il y a 18 ans. Et donc c'était là, au 29. Ouais, premier étage. Là, nous, ça nous a pris des mois quand même pour arriver. Hein. Je sais, ouais. Ouais, je crois que vous êtes resté 11 mois sur nous, un truc comme ça. Ouais, on est resté entre le moment où on a commencé à accrocher, à ferrer, à dérouler, à comprendre aussi, parce que c'est pas évident, puis vous bougez beaucoup, énormément. La BRI de Nice. Ouais, apparemment, aucune rancune entre le policier et l'ancien braqueur. Vous avez presque l'air content de vous revoir. Là, on est dans le schéma. C'est paradoxal, mais on est presque dans le schéma professionnel. On se revoit presque comme
deux anciens collègues de travail. Alors moi j'ai travaillé parfois 2 ans sur des équipes. On les connaît quasiment mieux à la fin que, et c'est assez certain, que la compagne du moment, ou même parfois que le frère ou la sœur, parce que j'en ai eu des expériences là-dessus. Donc on a une proximité qui n'est pas forcément du respect, mais qui est une proximité réelle quand même. Des grands voyous comme Franck Henry, Hervé Lafranc en a croisé. Et ils sont rares à renoncer à leur vie criminelle. Moi, mon expérience, c'est plutôt des gens qui ont quasiment tous replongé ou mal terminé, quoi, qui ont fini la tête dans le caniveau, plombés par des copains ou des pseudo-copains à eux. Moi, c'est aussi ça qui m'a fait réfléchir. C'est-à-dire que l'idée de se faire la bise à midi et se mettre des coups de flingue le soir, moi, c'est pas un truc... D'ailleurs, on est dans la dramaturgie permanente. Les vies de voyous finissent souvent mal. Franck Henry est une exception. Si le milieu n'a jamais été tendre, il est devenu ultra-violent. En 2003, c'est un commando armé de lance-roquettes qui prend d'assaut la prison de Fresnes pour libérer Antonio Ferrara, une vedette du braquage. Mais il est repris quelques mois plus tard. Difficile désormais pour ces grands bandits d'échapper à la police. L'un d'entre eux a accepté de nous parler chez son avocat. Allez-y, je vous en prie. Merci. L'homme est très prudent. C'est un braqueur de haut vol. La quarantaine, originaire de la banlieue sud, il confirme les progrès de la police. Pour moi, la police française, c'est la plus forte police d'Europe, sans aucun problème. D'abord, ils sont plus nombreux, ils ont des moyens considérables. Ils ont... Alors, la justice a renforcé ses peines, les gens restent beaucoup plus longtemps en prison. Maintenant, les gens qui montent sur des affaires, ils y vont pas pour se faire attraper, donc ils y vont encore plus déterminés qu'avant, c'est clair. Si tu montes sur une affaire, tu montes pour être le plus fort. Hein. Tu vas pas pour... maintenant, si tu sais qu'en face, ils sont équipés sérieusement, ben, tu vas t'équiper encore plus sérieusement. Les méthodes se durcissent et les mentalités changent. Eric vit du trafic de drogue depuis 30 ans. Et il a du mal à comprendre les nouveaux truands, pas assez professionnels à son goût. Aujourd'hui, on va dire dans ceux qui agissent en marge de la loi, la référence c'est Scarface, c'est Tony Montana. Lui, il avait une Ferrari, aujourd'hui si on peut avoir un Porsche Cayenne, on sait qu'en descendant en bas, en Espagne, on peut remonter 100 kilos et gagner 100 000 euros facilement. Et donc voilà, donc c'est au jour le jour. C'est au jour le jour, on fait ceci, on s'en fout si on se fait repérer en descendant les Champs-Élysées par des flics. Peu importe, c'est assez hallucinant cette attitude de sans lendemain. Le milieu serait donc en crise. Pourtant, on n'y renonce pas si facilement. Vous pensez qu'un jour vous tournerez la page, vous vous direz j'arrête, je fais dans le légal? Quand tu m'auras donné une belle affaire. Un braqueur peut-il changer de vie? Franck Henry, lui, a lâché le calibre pour la plume. C'est en prison qu'il s'est découvert un talent pour l'écriture. Une maison d'édition l'a repéré, elle vient de publier son second roman. Une histoire d'anciens flics et d'anciens voyous. Franck Henry ne manque pas d'inspiration et il fait même du cinéma. C'est le GIGN. Ouais. Il est dans la salle de montage. L'ancien gangster fait ses armes dans le showbiz. Son nouveau complice, un commissaire de série télé. Police. Ça va mon poteau? Yves Régnier, alias Moulin. Franck Henry a déjà écrit un épisode de sa série. Il s'est rasé. Cette facette artiste, elle me plaît. Voilà. La facette gangster, ça fait partie de sa vie. Ça me regarde pas. Moi, je marche pas dedans, quoi. Si vous voulez, si demain il me dit tiens viens on va faire un braquage ensemble, il ira trouver un autre partenaire. Mais bon, voilà. Mais bon, il l'a fait et je l'accepte comme tel et même, je veux dire, basiquement, je m'en sers, quoi. Aujourd'hui, vous êtes certain que la période braquage est derrière vous définitivement?
Mais certains, on peut jamais jurer de rien. La vie, c'est toujours la vie qui décide. Maintenant, si vous me posez la question de savoir si je veux retourner au braquage, non, je veux pas. Et cette volonté-là, c'est cette volonté-là qui me guide. Et encore une fois, je vis pas seul. Je vis pas seul. Je vis pour mon fils. Je vis pour sa mère. Donc forcément, si la question c'est est-ce que je retourne au braquage parce que j'ai envie d'y retourner, non, j'ai pas envie d'y retourner. C'est hallucinant comme truc. Franck Henry n'en a pourtant pas fini avec les bandits. Ils seront les héros du long métrage qu'il prépare avec Yves Régnier. Voilà pour cette évocation de Christophe Widmann et de Bruno Vignier, évocation du milieu ancien, nouveau, et on est là dans ce bar de la série PJ, hein, c'est là où toute l'équipe de PJ là sur France 2 se retrouve dans les feuilletons pour manger un morceau quand ça va pas bien ou quand ça va bien, avec Noël Besse. Vous êtes la sœur de François Besse. Alors François Besse on le connaît bien parce qu'il a été lieutenant de Messrine, on a dit, c'était le roi de l'évasion, il a été condamné lourdement, il vient de sortir de prison d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, il essaie de se réinsérer, il a fait une révolution sur lui-même pendant toutes ces années où il va faire effectivement des choses pas tout à fait recommandables. Vous allez le suivre aussi dans ses prisons, le suivre de prison en prison, de parloir en parloir. Vous avez déménagé pour pouvoir être près de lui. Sûr, oui. Vous avez accompagné votre frère comme ça tout le temps? Oui, par révolte. Au départ, parce que mon frère a été condamné à sa première condamnation à 7 ans de réclusion criminelle et il était innocent. Et ça, c'est prouvé aujourd'hui. Ça vous a choqué? Ah, ça m'a choqué, oui, parce que c'est pas normal. Lui, il le prenait très mal et il clamait, il disait qu'il allait s'évader. Bon, et on n'a jamais réussi à faire valoir qu'il n'était pas là ce jour-là. Enfin, c'était Mais vous le suivez quand même. On sent qu'il y a de la fascination quand même chez vous. Vous le suivez, votre frère. Ah oui, vous rencontrez grâce à lui celui qui va devenir votre mari, qui est un voyou lui aussi. Oui, aussi. Quand même, au début, il n'y a pas une vie un peu agréable, flambeuse, des belles bagnoles, des beaux hôtels, etc. Il y a tout ça dans la vie de femme de voyou? Avec mon mari, oui. Avec mon mari, oui. Mais au départ, non. Au départ, je suis mon frère. J'écris dans des articles de journaux contre les QHS. Au départ, c'était une bagarre totalement inintéressée. C'est pas une question d'argent. Bon, mais à un moment, il y a une bascule. Vous suivez votre mari. Voilà. Là, lorsque je rencontre mon mari, là, je bascule. Bon. Mais je bascule toute seule, sans mon frère, je bascule par révolte, là aussi. Par révolte et par fascination et envie aussi de cette vie facile qu'offre la vie de voyou. Enfin, je sais pas, c'est ce que... Non, même pas. Je pense que c'était un macho et il voulait tout simplement, au départ, je dis bien au départ, c'était un homme qui cherchait toujours à rabaisser les femmes et qui pensait que lui était capable de faire des braquages et qu'une femme, elle était capable de faire la vaisselle et la cuisine. Et c'est parti d'un jeu et j'ai voulu montrer que moi aussi, vous pouviez braquer aussi. Je pouvais braquer, voilà. Bon, et qu'est-ce si j'avais fait mes 68 derrière les barricades, je pouvais sauter un comptoir, à mon avis. Bon, au départ, ça a été un jeu. Et après, je l'ai fait avec plaisir. Plaisir, oui. Pourquoi? Pour l'adrénaline que ça a pour fait, la peur. Oui, exact, la peur, l'adrénaline qui monte, le fait de dire, j'ai réussi, je suis quand même pas si mal. Enfin bon, c'était complètement débile, hein, je reconnais, j'étais jeune, c'était... Bon, c'est-à-dire que, voilà... Avec votre jeunesse, vous rentrez dans ces banques-là, avec des armes à la main. Bon, au départ, c'est des jouets. Oui, d'accord, mais après, c'est des vrais quand même. Après, c'est des vrais. Et alors quoi Après, c'est des vrais, oui. Vous avez peur ou... Oui, j'ai peur. J'ai peur, mais j'arrive à vaincre cette peur. J'ai peur aussi, lorsque je faisais des courses de moto sur un circuit, j'avais peur au départ, mais je voulais toujours vaincre cette peur, j'y arrivais. Et après, c'est la belle vie. Une fois qu'on a fait un casse, on a un peu d'argent liquide, voilà, et on le vivait bien, on le claquait, c'est ça, avec votre mari? Oui, complètement. Ça, on le gardait pas, on le claquait. C'est bon d'avoir de l'argent. Quand on n'en a pas, ça fait très mal aussi. Bon, et puis l'envers de la médaille, c'est ces parloirs où vous allez. Oui, ça vous me disiez que c'est dur, les parloirs. Là, c'est pénible. Là, c'est très dur, c'est très, très émouvant. C'est le plus triste dans le parloir. C'est à l'aller, vous allez voir votre parent. Vous êtes gai. Avec ma mère, on chantait dans la voiture, on était gai. On arrivait au parloir, c'est le regard de l'autre qui fait mal. Même s'il sourit, même s'il vous dit plein de choses dans les yeux, cette tristesse, ce désarroi, cette détresse,
ça vous détruit. Et puis il y a les... Ça vous détruit. Et moi, ça a été toute ma vie. Je suis allée au parloir toute ma vie, soit pour mon frère, soit pour mon mari, qui a été incarcéré quand même presque 15 ans. Et c'est dur. Et vous-même, vous avez fait de la prison, 3 ans? Oui, j'ai fait 3 ans en France. C'est pas mal quand même. Oui. Et ça, c'est dur aussi? Ah oui, ça a été très dur, je le décris dans mon livre, mais c'est pas le plus dur non plus, là. C'est pas le plus dur. L'incarcération, je pense que tous les bandits l'acceptent. Ça fait partie du métier. Ça fait pas, voilà. On sait qu'au bout, il y a probablement l'incarcération. Ça, au départ, on sait que c'est dur, mais bon, on l'accepte. Ce qui fait très mal, c'est le manque de plus voir sa famille, de la voir souffrir, sa famille, ce que je vous disais tout à l'heure. Lorsque vous êtes de l'autre côté des barreaux, là vous ressentez ce que l'autre ressent et vice-versa. Et ça c'est dur, ça c'est primordial. D'accord, et puis il y a eu les cavales aussi, hein, parce que vous êtes en cavale avec votre mari aussi. Hein. Oui, oui, ah oui, tout à fait. Ça c'est une vie, il y a du romantisme là-dedans quand même. Ah oui, tout à fait. Quand j'aide mon mari à s'évader, c'est par amour, c'est pas du jeu. Là, c'est parce que je veux plus qu'il souffre dans cet endroit. J'en ai plus qu'assez de le voir, nous voir partir, de voir ma petite qui avait, à l'époque, bon, quand on est tombé la première fois en Espagne, ma petite avait 2 mois. Donc, il a jamais vu sa fille dehors. 2 mois seulement. Alors, vous me dites, à 20 ans, j'ai eu ma fille. Enfin, il y a 20 ans, vous avez votre fille. Non, il y a 20 ans, je l'ai eu tard, ma fille. Voilà, et puis donc, ça a été un déclic, c'est ce qui a fait que vous avez voulu en sortir et arrêter avec ce jeu des braquages, de la prison, etc. Votre frère, dernière fois, quand il a été condamné, il a bluffé le jury en disant que bon, bah, c'était fini, qu'il allait arrêter, que maintenant il fait de la philo, enfin, etc. Il veut aussi s'en sortir. On peut s'en sortir de ce métier? On peut décrocher quand on est du milieu, quand on est voyou? Oui, tout à fait. On peut décrocher par amour. Il n'y a que ça qui peut sauver. Par amour. Lorsque vous comprenez que vous n'êtes pas seul, que vous avez une mère qui souffre, qui en meurt tous les jours, quand vous le réalisez, parce que vous ne le réalisez pas tout de suite, vous mettez un certain temps. Moi, ça a été les gens qui m'ont visité en prison, c'est-à-dire 2 visiteuses de prison et un prêtre qui m'a retrouvé, qui était prêtre à Cognac dans ma province, qui a été 18 ans prêtre et qui a vu souffrir ma mère et qui m'a décrit sa souffrance lorsque moi j'étais en prison, mon frère en prison. Et cet homme m'a ouvert les yeux. Et ça, vous avez dit j'arrête. Et là, j'ai changé du tout au tout. L'amour des siens, l'amour de sa fille, c'est ce qui vous a permis d'en sortir. Et comme vous me disiez en préparant l'émission, on ne naît pas voyou, on le devient par la force des circonstances, etc. Il n'y a pas de gêne pour ça. Et effectivement, on ne meurt pas forcément voyou, mais enfin, il y en a plus qui meurent voyou que certains qui arrivent à décrocher. Merci beaucoup, hein, merci d'être venu nous voir. Et puis donc, je rappelle que vous allez sortir un livre, hein, vous l'écrivez. Oui. Et j'en profite pour montrer d'autres livres aussi qui nous ont aidés à préparer cette émission. Alors d'abord, 2 livres de voyous, on va dire, ceux qu'on a vus dans le sujet. Franck Henry, hein, qui est effectivement essaye de s'en sortir. Il s'en sort, c'est marrant, par le cinéma, on vient de le voir. Il y a François Marc-Antony, Monsieur François, Le milieu et moi de A à Z. Alors ça, c'est une époque, hein, c'est les années 60, c'était un beau mec, comme on disait dans le reportage, et qui a écrit aussi. Il y a Frédéric Ploquin, qui nous a aidés pour préparer l'émission. Il a écrit Parrain et Caïd, la France du grand banditisme dans l'œil de la PJ chez Fayard. Là, c'est un journaliste, mais très bien documenté aussi sur ce milieu-là. Et puis alors, 3 livres de flics, parce qu'il n'y a pas que les voyous, les flics, hein, ça marche ensemble. Il y a Lucien Aimé Blanc, qu'on connaît, qui a écrit L'Indic et le commissaire, un bon livre aussi chez Plomb. Un livre sur Messrine de Jacques Nain, ennemi public numéro 1, pour rétablir la vérité. Et puis alors on le présente plus, le commissaire Broussard, ses mémoires chez Stock. Alors lui, tiens, justement, lui, Messrine, c'est lui qui l'a arrêté. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'être venu nous voir dans ce bar, sur ce plateau de PJ. Je remercie beaucoup Telle France qui nous a permis d'avoir accès à ces studios, alors que vous ne le savez pas, mais en ce moment se tourne un épisode de PJ. Voilà, merci aussi à toutes les équipes qui nous ont aidés à préparer cette émission, à Jean-Bernard Schmitt, à Philippe Pécoul, à Philippe Lallemand qui l'a réalisé. Vous dire que vous pouvez bien sûr nous retrouver et sur Internet et sur TV5 Monde, puisque vous êtes très nombreux à le faire, que le 19 juin prochain, ça sera notre dernière émission de la saison, et on essaiera
On essaiera d'y voir clair sur l'affaire Clearstream, ce qui n'est pas évident du tout, mais enfin, vous verrez, on l'abordera sous des angles assez nouveaux. Dans une semaine, vous avez rendez-vous avec Un œil sur la planète pour un numéro sur l'Allemagne, à la veille de la Coupe du Monde de football. Mais la soirée n'est pas finie, et je vous laisse bien sûr avec le journal sur France 2.